Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique sur les bases. Nous allons donc voir maintenant ce qui se passe quand une particule change d'énergie. Imaginons une enceinte métallique fermée dans laquelle on a une particule de charge Q avec une certaine impulsion P. Et cette enceinte métallique est portée avec une source de tension à un potentiel électrostatique phi. Dans ce cas, comme on a un champ uniforme et la particule est portée à une énergie potentielle Q fois phi. Ça, c'est ce que nous dit l'électrostatique. Ce que nous dit la physique classique, c'est que dans une telle situation, rien ne change. Si le potentiel électrostatique est uniforme, constant, alors la particule va se comporter à l'intérieur exactement de la même manière que si on n'avait appliqué aucun potentiel. Alors, que nous dit la mécanique quantique? L'énergie de la particule, ça sera son énergie EP, c'est-à-dire son énergie interne, plus l'énergie cinétique due à son impulsion P, plus le potentiel électrostatique. On peut donc supposer que la fonction qui va décrire le mouvement de ces particules sera liée à l'énergie E au temps t et à la position x. Et donc à l'énergie E que nous avons donnée ici. Alors ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu. Nous avions déjà parlé de ça. Nous avions dit qu'un changement d'échelle de l'énergie global, constant, ne change rien. Si on applique un potentiel constant, il n'y a aucun changement. Si on a deux particules à l'intérieur, elles subissent le même potentiel V, et dans la fonction, ça revient à avoir le même changement, la même différence de phase, induite par ce potentiel. Et donc, les phénomènes d'interférence et autres sont inchangés. Donc, sur ce point, la mécanique quantique et la mécanique classique sont en accord. Analysons maintenant une situation un petit peu plus intéressante. Oui, petit détail, bien sûr, la fréquence h nu de la particule est reliée à E, c'est-à-dire à EP plus V, bien entendu. Imaginons une situation un peu plus intéressante. Nous avons deux enceintes avec une ouverture. Une est portée au potentiel phi1, la particule, il y a une impulsion P1, et l'autre enceinte à phi2, et la particule, il y a une impulsion P2. Et la particule peut passer par deux ouvertures et passer d'une enceinte à l'autre. Alors, on va supposer que le changement de potentiel d'une enceinte à l'autre se fait de manière suffisamment lente pour que une variation sensible de potentiel se fasse sur une distance plus grande que plusieurs longueurs d'onde. Donc, dans une petite région, pour plusieurs longueurs d'onde, on peut considérer que dans cette petite région, le potentiel reste constant. Dans ce cas-là, on peut toujours appliquer les relations que nous venons de voir. De plus, que se passe-t-il quand la particule change d'enceinte? Eh bien, si on regarde la description du système, si on considère des ondes stationnaires, une onde de particules stationnaires et les enceintes avec des potentiels constants, rien ne change au cours du temps. De plus, on peut voir la propagation des ondes, comme avec le principe de Huygens que nous avions vu. Chaque onde entraîne des ébranlements qui produisent d'autres ondes. Et donc, dans cette situation, la fréquence de l'onde devrait être conservée avec cette relation-ci.
H nu, devrait rester constant. C'est-à-dire que EP1 plus le potentiel V1 doit être égal à EP2 plus le potentiel V2. Ça ne fait jamais qu'exprimer la conservation de l'énergie. Jusque-là, c'est toujours satisfaisant. Prenons un cas particulier, celui où on n'aurait pas appliqué de potentiel ici, donc V1 égale 0, et où le potentiel ici est négatif. Donc V1 égale 0, le potentiel ici est négatif, et donc dans ce cas-là, EP2 est plus grand que EP1. Ça veut dire que si l'énergie interne est inchangée, on peut supposer qu'on n'applique pas des changements de potentiel trop violents, que la particule, un atome par exemple, ne va pas entrer dans un état excité, et son énergie interne reste constante. Dans ce cas-là, seule son énergie cinétique change. Donc, si EP2 est plus grand, c'est que la particule est plus rapide dans l'enceinte avec le potentiel négatif. Pour une particule de charge positive. Et ça, c'est également ce que nous dit la physique classique, quand on, un peu comme dans un tube cathodique, dans une diode, on a des particules, des électrons ou des ions de charge positive, et ils sont attirés par l'électrode de signe opposé. Et donc, si on a une particule de charge positive et une anode de charge négative, de tension négative, la particule sera attirée et accélérée vers cette électrode. Donc là aussi, on obtient quelque chose d'équivalent à la physique classique. Et on peut tracer les lignes de phase identiques, et en entrant dans la zone, celles-ci deviennent plus serrées, parce que ça correspond à une énergie cinétique plus grande, c'est-à-dire une longueur d'onde plus petite. Un cas intéressant, et qui là va s'écarter de la physique classique, c'est celui où on a une particule de charge positive, mais où le potentiel ici est grand, positif et très grand. Suffisamment pour être plus grand que EP1. Dans ce cas-là, l'énergie ici va être négative, et c'est-à-dire que l'énergie cinétique va être négative. Or ça, a priori, c'est impossible. Puisque l'énergie cinétique, en fait, elle est toujours positive. Classiquement, par exemple, c'est la masse fois la vitesse au carré sur 2. L'expression de la mécanique classique. Et c'est toujours un nombre positif. Effectivement, classiquement, la particule ne sera pas rentrée dedans, elle va juste être réfléchie. Ça aussi, c'est comme nous avions vu avec d'autres triodes, et où une grille de même signe que la charge repousse la charge et permet d'ailleurs de mesurer son énergie. Ce que nous avions vu avec l'effet photoélectrique. Mais ici, on va avoir quelque chose de différent. Parce que la fonction qui est ici, bon, je ne vous ai pas donné le détail de la fonction, c'est une exponentielle, elle reste valable pour des nombres négatifs. Ce qui se passe pour avoir un nombre négatif, il faut que la vitesse soit un nombre imaginaire, que l'impulsion soit un nombre imaginaire. Rappelez-vous, le carré d'un nombre imaginaire donne un nombre négatif. Et dans ce cas-là, cette fonction-là devient une exponentielle classique. Donc au lieu d'avoir une solution oscillante, on a une solution exponentielle. Et si on calcule exactement ce qu'on obtient, on constate que dans cette zone-là, la particule oscille normalement, et puis arrivé dans cette zone-là,
on a une exponentielle qui tend vers 0. Si par exemple, l'amplitude est constante, mais si on prend par exemple la partie réelle de l'amplitude de la fonction d'onde, on obtient une oscillation et une décroissance exponentielle dans la zone 2. Donc classiquement, la particule ne rentre pas dans cette zone-là, mais en mécanique quantique, elle y rentre, c'est-à-dire qu'elle a une petite amplitude de se trouver dans cette zone-là. Et donc une petite probabilité de s'y trouver. Et plus on s'enfonce, plus la probabilité est faible. Ça paraît un peu étrange parce que on parle d'impulsion, de vitesse imaginaire, mais c'est en réalité, n'oublions pas que ce ne sont pas des corpuscules. Les objets quantiques sont plus proches des ondes. Et on a quelque chose d'analogue avec les ondes. Ainsi, si on prend un bloc de verre ou même de l'eau, et qu'on envoie de la lumière au ras de la surface, celle-ci est totalement réfléchie, à 100%. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale, qu'on peut observer facilement avec de l'eau. Si vous plongez dans votre baignoire, vous vous placez de manière à avoir les yeux sous l'eau, en ouvrant les yeux, juste en dessous de l'eau, vous verrez que la surface se comporte comme un miroir. C'est aussi utilisé avec des prismes dans certaines jumelles, par exemple, pour permettre à la lumière de faire des angles droits dans l'appareil, pour avoir un objectif près des yeux et des lentilles près des yeux et des objectifs beaucoup plus larges et écartés. L'avantage de ce procédé, c'est que la lumière est réfléchie à 100% sans perte. Effectivement, si on observe de l'autre côté, on ne constate aucune lumière transmise. Mais si on se place tout près de la surface, pas sur la surface, mais tout près, on peut constater la présence d'un peu de lumière. Ça s'appelle le phénomène des ondes évanescentes. C'est dû typiquement au principe d'indétermination qui, comme nous l'avons vu d'ailleurs, s'applique aux ondes. Et donc, on a la présence un peu de champ électromagnétique de l'autre côté de la surface, sous forme d'une décroissance exponentielle. C'est exactement ce qui est observé ici. Donc, de point de vue ondulatoire, ça n'a rien de si extraordinaire. Mais ça conduit à des situations intéressantes. Supposons maintenant qu'au lieu d'avoir deux régions comme ça, j'en ai trois, V1, V2, V3, avec V1 nul ou négatif, et V2 positif très élevé, avec la même situation qu'ici, c'est-à-dire que normalement la particule classique ne pénètre pas cette barrière. Une particule qui est là ne s'est pas passée. Mais en mécanique quantique, la fonction d'onde subit une décroissance exponentielle. Et si on trace la courbe, dans cette partie-là, on observe que dans la zone V3, il y a une décroissance exponentielle, et arrivé dans la zone V3, dans la zone V2, pardon, il y a une décroissance exponentielle, et dans la zone V3, on retrouve une situation ondulatoire classique, où on retrouve une particule de même longueur d'onde, par exemple, de même énergie, mais avec une amplitude beaucoup plus faible, c'est-à-dire que la probabilité qu'elle passe la barrière peut être assez faible. On peut trouver une application de ça assez simple, assez éclairante, avec la physique nucléaire. Alors, nous reviendrons sur la physique nucléaire, mais je vais vous donner un petit avant-goût d'un phénomène. Considérons la désintégration radioactive avec émission de particules alpha. Nous en avions parlé. L'uranium, donc de l'uranium naturel, on va dire de l'uranium 238 ou de l'uranium appauvri, est très peu radioactif. J'ai déjà tenu un bloc d'uranium appauvri en main, c'est sans danger.
En fait, il est radioactif, il émet des particules alpha. Mais il a un atome d'uranium a une chance sur 2 d'émettre une particule alpha en 4,5 milliards d'années. Donc on comprend que ça soit très peu radioactif. Ce n'est qu'au bout de 4,5 milliards d'années que la moitié d'uranium se sera transformé en un atome de masse un peu plus léger avec émission de particules alpha. On peut tracer le potentiel de la particule alpha. Comme d'habitude, je vérifie si on peut voir ça à l'écran. Oui. Si on a la particule alpha dans le noyau, donc on va essayer d'être au centre de l'atome, on constate que dans le noyau, le potentiel est très négatif. C'est dû aux interactions nucléaires qui lient la particule au noyau. Et à cause de cette liaison très forte, la particule alpha a du mal à quitter le noyau, et donc près du noyau, mais hors du noyau, son énergie potentielle est alors énorme et diminue exponentiellement, ou une fonction de décroissance assez rapide. Dans une particule classée, son énergie va être typiquement de ce style, donc légèrement positive. Une particule classique resterait piégée. Si on calcule l'énergie d'une particule dans le noyau, elle est très élevée. Les forces nucléaires sont extrêmement intenses. Ça se traduit par des énergies extrêmement fortes. Et avec ces énergies-là, les fréquences typiques d'oscillation dans le noyau sont de l'ordre de 10 exposant 22 par seconde. 10 000 milliards de vibrations par seconde. Et elle en sort au bout de 4 milliards et demi d'années, en moyenne. Qu'est-ce qui peut justifier un tel écart entre un mouvement qui dure 10 exposant moins 22 secondes et une chance d'en sortir notable de l'ordre de 10 exposant 9 années, même pas secondes, années. La différence est énorme, colossale, entre les deux. Très difficile, ça veut dire que sur une oscillation qui dure un 10 millième de milliardième de seconde, la particule a une probabilité infime de sortir. Ce n'est qu'après des milliards de vibrations que le hasard fait qu'elle va finir par sortir. Donc lors d'une seule vibration, la probabilité qu'elle sorte du noyau est extrêmement proche de zéro. La probabilité, c'est 0,0000, beaucoup de zéro, avant d'avoir un chiffre. Eh bien, c'est dû au caractère exponentiel que nous avons là. En fait, la particule peut très bien sortir du noyau, malgré qu'elle n'a pas une énergie suffisante pour franchir la barrière de potentiel. Elle peut franchir la barrière par effet tunnel. Le phénomène ici, où la particule passe à travers la barrière, s'appelle effet tunnel, une expression imagée qui veut dire que c'est comme si la particule passait à travers un tunnel. Et la décroissance ici, donc la probabilité de se retrouver de l'autre côté, diminue de manière exponentielle. Une valeur qui dépend de la distance qu'elle a à parcourir dans la barrière. Or, une exponentielle, ça diminue très vite. Exponentielle de moins 30, c'est grosso modo 10 exposant moins 30. Donc ça diminue très très vite. Typiquement, le calcul pour l'uranium donne moins 45. Donc les valeurs négatives dans l'exponentielle sont de l'ordre de 45.
moins 45. En fonction de la distance. Et ça, c'est un nombre tout à fait raisonnable. 45, c'est un petit nombre. Mais la décroissance exponentielle avec la valeur moins 45, ça approche de zéro, extrêmement près. Et ça équivaut à des probabilités telles que même en vibrant 10 000 milliards de fois par seconde dans le noyau, elle n'a qu'une chance sur deux de réussir à sortir au bout de 4 milliards et demi d'années. Donc l'effet tunnel explique la radioactivité, et en plus, elle explique qu'on ait des chiffres aussi énormes, aussi différents, que certains atomes qui se désintègrent par radioactivité en des temps très courts, de l'ordre du millionième de seconde, et d'autres qui mettent des milliards d'années avant de se désintégrer. Des échelles de temps incroyablement différentes, entièrement expliquées par l'effet tunnel qui nous a permis d'éclaircir un beau joli mystère. Merci.